Le président Alassane Ouattara en visite officielle en Turquie. Il est arrivé ce mercredi à Ankara, la capitale. Au programme de cette visite, la coopération bilatérale. L'actualité nationale marquée par l'ouverture de la 4e assise de la jeunesse. Plus de 20 000 participants sont attendus à ce rendez-vous consacré à l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Pas d'explosion en vol de l'avion A320 de la compagnie allemande, affirment les experts du bureau d'enquête et d'analyse. Les éléphants préparent 2 matchs amicaux, demain jeudi contre l'Angola et le samedi prochain contre l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Ils étaient au stade Houphouët-Boigny pour une mise en jambe. Voilà sont les principaux titres de cette édition. Bonsoir, bienvenue. Dans une vingtaine de minutes, vous aurez le dossier EcoPlus comme tous les mercredis. Le service économique de la rédaction revient sur la conférence internationale consacrée à l'émergence de notre continent, le continent africain. Je vous l'annonçais dans les titres, le président Alassane Ouattara a entamé ce mercredi une visite officielle en Turquie à l'invitation de son homologue turc Recep Erdogan. Au programme de cette visite, un forum d'affaires organisé par la Commission des relations économiques extérieures turque. Les détails avec notre envoyé spécial, Habiba Dambélé. Ankara, la capitale de la Turquie, accueille le président de la République de Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 4 jours. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara aura un tête-à-tête avec son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan, et procédera à la signature de plusieurs accords de coopération. Le chef de l'État sera l'invité de marque de la Grande Assemblée nationale de Turquie et prendra part au forum d'affaires entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. La Turquie est un pays important dans le monde, c'est une grande économie, un grand peuple, et pour nous donc c'est une opportunité de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de diversifier et de renforcer ses relations internationales. La Turquie est un pays que je connais bien, puisque je m'en suis occupé quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire international. C'est un pays important et aussi c'est pour cela que nous avons renforcé nos relations diplomatiques avec ce grand pays depuis mon arrivée aux affaires en 2011. Donc c'est un pays sur lequel nous comptons pour investir et pour développer les relations commerciales avec la Côte d'Ivoire. Mon épouse et moi-même sommes très heureux d'être là. La délégation ministérielle conduite par le ministre d'État Charles Kofi Dibi est déjà à pied d'œuvre. Je pense que nous aurons l'occasion de vous dire que nous aurons à signer de nombreux accords dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de nos concitoyens. Le président de la République va également visiter plusieurs sites touristiques et religieux, notamment le mausolée d'Atatürk, le palais Topkapi, le musée Sainte-Sophie et la mosquée bleue. Quelques heures après son arrivée, Alassane Ouattara a accordé une audience au vice-premier ministre Numan Kurtulmus. Il a été question de la coopération bilatérale et les préoccupations d'intérêt commun. On retrouve notre envoyé spécial Habiba Dambélé. Le président Alassane Ouattara a accordé sa toute première audience en terre turque au vice-premier ministre Numan Kurtulmus, responsable de TİKA, l'agence de coopération turque. Nous avons traité du sujet de notre coopération économique dans les domaines tels que l'agriculture, l'eau, les autoroutes, l'urbanisme ou la construction. Donc la Turquie détient une expérience et une connaissance dans ces domaines-là et nous serons donc ravis de voir créer une coopération avec la Côte d'Ivoire. La TİKA a répondu favorablement à la demande du Conseil supérieur des imams pour la construction d'une école confessionnelle et d'une mosquée. La Turquie envisage également d'accorder des bourses d'études aux étudiants ivoiriens désireux de parfaire leurs connaissances dans ce pays. Le vice-premier ministre a félicité le président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la paix et du développement.
Nous avons donc parlé de la stabilité politique et nous avons donc dit que la stabilité politique est très importante pour pouvoir accroître la prospérité économique du pays, mais également du peuple, et que c'est la manière également de mettre en potentiel toute la richesse du pays. Nous avons aussi donc parlé des peuples et de l'harmonie des peuples qui vivent ensemble et de cette harmonie entre la religion. Et nous avons dit que nous espérons que les peuples continueront à vivre en harmonie jusqu'au jugement dernier. Cette audience prépare l'entretien de jeudi entre le président de la République de Côte d'Ivoire et son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan. Rencontre qui sera suivie de la signature de plusieurs accords. Voilà, cette visite officielle prendra fin le samedi prochain. Sur place, ici à Abidjan, Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, s'est entretenu avec une délégation de la compagnie fruitière et la société de culture bananière. Ensemble, ils ont parlé de la contribution de cette compagnie dans le développement de l'économie ivoirienne. Des précisions avec Hugues Hervé-Blé. La compagnie fruitière a tourné la page des inondations et de leurs dégâts sur ses plantations en Côte d'Ivoire. Reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, Jérôme Fabre, le président du groupe La Compagnie fruitière et la Société de culture bananière, a souligné que réparer les nombreux dégâts causés sur ces plantations par les dernières pluies diluviennes en Côte d'Ivoire, le cap est désormais mis sur le développement des activités dans le pays. Nous avons informé Monsieur le Premier ministre que nous avions terminé le processus de replanting de nos plantations et donc de reconstruction de l'activité. Et par ailleurs, nous avons évoqué aussi avec lui nos autres développements, en particulier le développement de plantations villageoises dans le nord du pays et aussi qui sera suivi par des développements dans le sud. Le groupe, la compagnie fruitière et la société de culture bananière est installée en Côte d'Ivoire depuis plus de 50 ans. Il est le plus gros producteur de bananes et d'ananas. Rendons-nous maintenant à l'Assemblée nationale où les parlementaires ivoiriens ont examiné la modification du code électoral, modification demandée par le chef de l'État pour garantir des conditions d'élection apaisées. Nous vous proposons quelques temps forts de cette deuxième session extraordinaire avec notre reporter Léon Brou. Mobilisation exceptionnelle pour une session extraordinaire, la deuxième du genre en cette année 2015. Plus de 240 députés sur les 251 siégeants autour de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale ce mercredi. Sarah Sako explique qu'il répond à l'appel du chef de l'État pour formaliser les conditions d'élection consensuelles et apaisées. En clair, les députés devront discuter et adopter des amendements visant à conserver des ajustements pertinents au code électoral et à y clarifier les délais qui ont été source d'incompréhension aux élections dernières. Autrement dit, les parlementaires vont examiner la modification du code électoral en plusieurs de ses articles. Modification des articles 7, 9, 11, 15, 21, 35, 52, 56, 59, 60, 68, 80, 86, 101, 116 et 144 de la loi numéro 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral et abrogation de dispositions relatives aux élections de sortie de crise. Cette deuxième session extraordinaire va durer une semaine pendant laquelle la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale devra travailler à soumettre ses conclusions à la plénière prévue pour le 2 avril prochain. C'est seulement à cette étape que le code électoral pourra ou non être modifié. Les grandes chancelleries hier, aujourd'hui et demain, c'est le thème de la 7e conférence des grandes chancelleries d'Afrique subsaharienne francophone et de France. Hier, à la cérémonie d'ouverture, Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière de l'Ordre national, a souhaité par exemple une approche plus sociale des distinctions. On retrouve Léon Brou. Après 2007, Abidjan à nouveau laboratoire pour la culture du mérite en Afrique francophone subsaharienne et en France. Jusqu'à ce jeudi, 13 pays de cet espace vont travailler à trouver les actions susceptibles de redynamiser les grandes chancelleries pour une bien meilleure promotion
du mérite. Ils devront donc passer au scanner ces institutions de reconnaissance et de valorisation du mérite depuis la période précoloniale à ce jour. L'entame des travaux, une occasion pour la grande chancelière de l'ordre national d'informer ses hôtes sur quelques pans de la réforme du mérite impulsée par le président Alassane Ouattara. La grande chancellerie de l'ordre national de Côte d'Ivoire a donc décidé de conduire un programme de distinction en direction des faiseurs de paix qui prennent des initiatives pour créer ou sauvegarder des emplois. Sur le bilan de la conférence des grandes chancelleries créées en 2003, son président sortant, le grand chancelier du Niger, fait remarquer la solidarité agissante entre leurs institutions, aussi bénéficiaires d'importantes mutations, ce qui fonde l'espoir du ministre d'État Albert Mabry-Touakus à l'idée que les travaux du 7e congrès, le deuxième du genre en terre d'Eburnie, s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. Le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a bien compris la place donc de la grande chancellerie dans notre État, a donc dévancé vos recommandations de Niamey en confiant la grande chancellerie de Côte d'Ivoire à une femme. Chantier qu'elle est en train, au fil des mois, au fil des années, de consolider solidement. Invité d'honneur de la 7e conférence des grandes chancelleries, le Bénin, sa grande chancelière, Dr Oseni Kouboura, encourage cette initiative. C'est un bel exemple de coopération sud-sud, voire internationale, pour booster le développement, selon elle. L'actualité est également marquée par l'ouverture de la 4e assise de la jeunesse. Le parrain de cette édition 2015, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, a profité de l'occasion pour exhorter les jeunes de Côte d'Ivoire à croire en leur potentialité d'insertion socio-professionnelle. Plus de 20 000 participants sont attendus à ce rendez-vous consacré à l'avenir de la jeunesse dans notre pays. Gabriel Zani. 2 jeunes embauchés séance tenante par Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur, au cours de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition des Assises de la jeunesse. Un appel du ministre saisi au rebond comme une balle par ces jeunes. Voilà tout le sens de ces assises. De la responsabilité, de l'initiative pour entreprendre et ne pas attendre tout de l'État. C'est l'engagement auquel les jeunes sont invités ce mercredi 25 mars. C'est la rencontre des jeunes et des entreprises, avec ces opportunités d'emploi. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus de discours, ils veulent du concret. Cette année, c'est 1 000 opportunités d'emploi. L'année prochaine, ce doit être 10 000 opportunités d'emploi parce qu'avec la Chambre de commerce libanaise, il y aura la Chambre de commerce belge, la Chambre de commerce française. Si les jeunes veulent du travail, c'est à eux d'aller le chercher, vaille que vaille. Il ne faut pas être un rêveur pour être un rêveur. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace pour pouvoir croire en vous et vous dire que vous pouvez effectivement réaliser ce que vous rêvez. En tout cas, transformer vos rêves en réalité. L'obtention de l'emploi passe aussi par la formation, l'initiative privée et l'investissement. Et l'État compte bien donner ses moyens à la jeunesse ivoirienne. Je vais commencer par dire à tous ces jeunes de savoir rêver, mais de ne pas attendre que les ministres mettent en œuvre vos rêves. J'ai entendu des jeunes dire le président de la République nous a promis 1 million d'emplois et depuis nous attendons son SMS pour aller travailler au port. Je vais être franc avec vous. Chaque jour, des emplois se créent en Côte d'Ivoire. C'est chaque jour. À ces assises, des problématiques comme la contribution de la jeunesse dans le processus électoral, la santé en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida sont abordées. Outre ces aspects, le focus est mis sur l'emploi avec le Salon de l'emploi, espace où les jeunes diplômés ou non discutent, travaillent avec les patrons d'entreprise.
Dans les allocutions, les différents intervenants ont appelé les jeunes à plus de responsabilités et à la prise en charge individuelle de leur avenir. Et selon Touré Mamadou, président du comité d'organisation, les entreprises et structures présentes à cette exposition sont prêtes à offrir 1 millier d'emplois et de stages aux jeunes qui frappent aux portes de la vie active. On retrouve notre reporter Gabriel Zani. Selon le thème de ces assises, investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir, ces rencontres sonnent le rendez-vous de l'emploi. Les entreprises qui sont mobilisées pendant 3 jours vont faire des entretiens et au bout de ces entretiens, 1000 jeunes auront des opportunités de stage ou d'emploi. Si l'enjeu était de réunir les jeunes et chefs d'entreprise en un même endroit pour seulement discuter, des jeunes sont bien déterminés à repartir chez eux avec un contrat. Nous avons été vraiment, je dirais, formés, informés pour que vraiment nous soyons une génération qui pourra assumer la relève de demain. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'être employés veulent des conseils et aussi des financements. Pendant les 3 journées de réflexion des assises, les jeunes pourront suivre des masterclass avec des vedettes bien connues, devenues aujourd'hui pour eux des modèles. C'est l'encouragement, c'est la solidarité. Je suis là pour leur dire que moi je suis parti de rien. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, j'ai pu réussir. Je vendais des journaux, j'ai ciré des chaussures et aujourd'hui, par la force du travail, parce que j'ai beaucoup bossé, je me réveille à 5 h du matin, je fais des entraînements en plus pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui. Quand on a envie de réussir, on peut y arriver. À ces travaux, les jeunes pourront plaider pour leurs droits, le travail, mais leurs devoirs seront également au cœur des débats pour leur donner de l'audace. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la cérémonie d'ouverture de la 4e assise de la jeunesse ivoirienne. Jeunesse qui, dans sa majorité, condamne les violences perpétrées par les étudiants de la FESI et de la GESI. Le conseil des délégués de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody proteste contre ces actes de violence commis dans le milieu universitaire. Nous, étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, délégués d'amphithéâtre, rattachés au Conseil national des délégués, venons par cette note crier notre ras-le-bol, notre indignation et faire des requêtes suite aux événements du vendredi 20 mars survenus au sein de notre institution et au quai de bus de 9 h à 18 h. En effet, les étudiants venus pour certains suivre les cours et d'autres s'inscrire ont été agressés, blessés, terrifiés, horrifiés, troublés, choqués et scandalisés par la violence inouïe dont ils ont été victimes pour certains et témoins pour d'autres. Ce jour, lors d'un affrontement entre les étudiants se réclamant de syndicats, les uns de la FESI et les autres de l'AGESI. Face à cette situation, combien de fois déplorable et d'un autre âge, nous souhaitons que le conseil d'université se réunisse en urgence afin de prendre les décisions qui s'imposent pour la protection des hommes et des biens sur l'espace universitaire, pour la dispense des cours en toute quiétude, en un mot, pour le bon fonctionnement de notre institution. C'était la déclaration du conseil des délégués de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Andia Camara, a reçu les syndicalistes, les parents d'élèves et les chefs coutumiers traditionnels pour plancher sur les problèmes actuels de l'école ivoirienne. Dans nos prochaines éditions, le compte-rendu de cette conférence. Mais avant, nous vous proposons cette levée de mot d'ordre de grève du syndicat des instituteurs pour une nouvelle vision de l'école en Côte d'Ivoire. Nous écoutons le porte-parole. Camarades militants et sympathisants, le Synovesi appelle ce jour à la suspension de la grève. Suite à la rencontre avec Madame le ministre ce jour 25 mars 2015, le Synovesi prend acte de la prise en compte de nos revendications principales et du rendez-vous proposé par le ministre fixé au 30 avril 2015 pour faire un point d'état. Nous appelons tous nos militants et sympathisants à reprendre les cours dès demain, jeudi 26 mars 2015 à 7h30. Le Synovesi félicite tous les camarades pour leur mobilisation et demande
à tous de rester à l'écoute du Bureau exécutif national. Rigueur et détermination. Dans quelques instants, vous aurez le dossier EcoPlus comme tous les mercredis. Le service économique de la rédaction revient sur la conférence internationale consacrée à l'émergence de l'Afrique. Retenez que le ministre du Tourisme, Roger Kakou, a lancé officiellement ce mercredi la tenue de la 5e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, prévu du 7 au 10 avril prochain. Le CITA, Salon international du tourisme, attend plus de 30 000 visiteurs. Avec notre reporter Francis Boifo, suivons maintenant le lancement des activités de la société éco-haïtienne en charge de la gestion de l'assistance à l'escale à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Bouët. Ceci n'est pas un défilé de mode, mais plutôt la présentation des tenues que porteront les agents des services accueil, enregistrement, gestion des vols, maintenance des avions à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à partir de juin prochain. L'État de Côte d'Ivoire a signé une convention de délégation des services d'assistance en escale avec une entreprise cohésienne à la suite d'un appel d'offres. Nous reprenons donc tous les services d'assistance en escale qui passent par l'assistance des passagers, le traitement des vols en termes de chargement, déchargement, nettoyage, service d'eau, toilettes, également tout le traitement du cargo, le traitement des bagages. Donc c'est un service très complet. On va ajouter à ça des services un petit peu plus de haute qualité pour satisfaire une clientèle qui voyage ou en business ou en first class. Et on va essayer de donner surtout les standards de qualité qui sont nécessaires à des passagers. Pour le ministre des Transports, la privatisation des services d'assistance en escale répond à des besoins. Il faut mettre l'accent sur la qualité des services au niveau de l'aéroport. La société fera des investissements très importants parce qu'on aura le renouvellement de l'ensemble du matériel de l'assistance technique au niveau de l'aéroport. Le gouvernement a l'ambition de faire de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan une référence en Afrique et attirer le maximum de compagnies à travers le monde. Restons dans le domaine de l'aviation pour dire que de multiples hypothèses ont été mises en avant pour essayer d'expliquer le crash de l'avion A320 de la compagnie allemande qui reliait Barcelone à Düsseldorf. L'avion qui s'est écrasé hier dans le sud-est de la France avait 150 personnes à bord. Une seule des deux boîtes noires a été retrouvée pour l'instant. Pas d'explosion en vol, affirment les experts du bureau d'enquête et d'analyse. On en vient maintenant au dossier de ce 20h, EcoPlus. La Côte d'Ivoire, locomotive sous-régionale, a mobilisé récemment de hautes personnalités à l'occasion de la conférence internationale consacrée à l'émergence de nos continents, tenue du 18 au 20 mars dernier. Les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, l'ex-chef de l'État sud-africain Thabo Mbeki et des experts venus des 5 continents ont échangé autour du développement du continent africain. Ils sont optimistes. L'émergence est possible pour bon nombre de pays africains. Mais pour le grand public, une question demeure. C'est quoi l'émergence et quels sont les critères qui confèrent le titre de pays émergent? La réponse dans ce numéro d'EcoPlus avec Noël Niagno. Locomotive économique sous-régionale, la Côte d'Ivoire prend le pari de mettre l'Afrique sur le cap de l'émergence. La dernière opportunité pour une contribution significative de l'Afrique dans la construction de la mondialisation. Si l'Afrique aujourd'hui, dans le tournant où nous sommes à cette étape de la mondialisation, si nous ne prenons pas la place que l'Afrique doit avoir, quand je parle de la place de l'Afrique, vous savez que nous avons non seulement, notre continent est doté d'immenses ressources, nous avons les ressources naturelles, nous avons les ressources en hommes, notre population est en train d'augmenter, on est déjà à 1 milliard et on devrait être 1,8 milliard à un horizon de 30 ans ou 40 ans. Si on ne le fait pas, non seulement nous ne serons pas en mesure de répondre aux défis de notre propre population, qui est essentiellement jeune, qui nous demande donc des investissements en école, en route, en dispensaire, mais en plus nous risquons de perdre l'opportunité et d'être déclassés de manière que je crains définitive. Surtout que les performances de l'Afrique d'aujourd'hui donnent à croire que c'est maintenant ou jamais. L'incurable Afrique, selon le célèbre magazine The Economist, dans un numéro de mai 2000,
est donc devenu, pour le même magazine, un continent d'espoir. Sur ces 10 dernières années, je note que la croissance économique moyenne en Afrique, mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut, le PIB, en termes réels, atteint 5% par an et qu'elle a été supérieure à celle de tous les continents, à l'exception de l'Asie. D'ailleurs, le taux de rendement de l'investissement en Afrique figure parmi les plus élevés au monde. Les échanges commerciaux de l'Afrique avec le reste du monde ont augmenté de 200%. Mobiliser l'intelligentsia d'Afrique et du reste du monde s'est avéré nécessaire à l'effet de placer le continent sur la trajectoire de l'émergence. C'est le challenge que s'est fixé la Côte d'Ivoire et son président Alassane Ouattara avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. La qualité et le nombre des experts, 300 de tous les horizons, sont révélateurs de l'ambition de la Côte d'Ivoire. Réussit le pari de la dissémination de la vision de l'émergence dans le corps social. De plus, cette compréhension doit être perçue partout en Afrique. Solidarité oblige, mais surtout parce que l'on veut aller loin. L'Afrique aujourd'hui, c'est un continent très important, 30 millions de kilomètres carrés, presque 1 milliard d'habitants, mais c'est 54 États, 54 territoires subdivisés avec des législations aussi différentes les unes que les autres. Il nous faut, à travers l'intégration, harmoniser et aller vers des blocs plus homogènes, développer le commerce intra-africain et les solidarités africaines. Comment mener cet exercice? Écouter, échanger, analyser sans faux fuyant et avec rigueur les réussites d'ailleurs. Ce fut le rôle des panels avec au bout du compte des acquis qu'on doit intégrer en toute lucidité. Pour vos efforts à l'interne, dans vos pays, dans notre continent, l'Afrique, on doit savoir transformer ce que les autres ont réussi en d'autres circonstances, en d'autres temps, dans d'autres contextes, dans ce nouveau contexte, dans ce temps qu'on est en train de vivre. Sur cette base, Alassane Ouattara, président de la République, soumet sa vision de l'émergence. L'émergence est un pari sur l'avenir. L'avenir se planifie. Oui, l'avenir se planifie. L'émergence se construit dans la paix. Cette sécurité multidimensionnelle exige une croissance inclusive. Voilà qui explique les forts taux de croissance de l'Afrique qui n'ont pas d'impact réel sur la réduction de la pauvreté. La croissance en Afrique a généré de manière globale peu d'emplois et induit peu d'impact sur la réduction de la pauvreté, qui demeure le premier défi du continent. Pour la plupart des pays africains, la contribution de la production manufacturière dans la croissance de richesse et de valeur ajoutée a baissé ou a peu évolué favorablement. Conclusion, il faut changer de modèle de référence et surtout de mode de gouvernance. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons sur le plan, comment je dirais, technique à apporter un certain nombre d'innovations qui sont facilement accessibles. Nous avons sur le plan politique à faire une ouverture, à sortir de nos chapelles, à sortir un peu de ce paradigme politique qu'on a de la pyramide, où vous avez peu de personnes qui gèrent le pouvoir, vers une approche de réseau, où le pouvoir est à la base, où la population est intégrée, où la population prend elle-même en main ce qu'elle souhaite comme développement, qu'elle contrôle. Dans ce mode de gouvernance, la presse a un rôle capital à jouer. La presse est là pour remettre en question certaines pratiques. Il n'y a pas de monopole de la vérité. Et la presse est là pour démontrer qu'il n'y a pas un monopole de la vérité, il n'y a pas qu'une vérité. On peut avoir différentes idées, mais il faut savoir extraire de ces idées la stratégie la plus appropriée pour le pays. En un mot commençant, Abidjan aura réussi à poser les bases d'une approche collective de la vision de l'émergence. Reste maintenant le problème du suivi. Il ne faut pas s'arrêter juste à cette conférence. Il faudra suivre, avoir un calendrier, mesurer les efforts qui sont faits, les résultats, les échecs éventuels, les corriger et puis avancer dans le processus. Dans cette optique, il est décidé la mise en place d'un comité de veille stratégique. Croisons les doigts et donnons à cette opportunité les chances de réussite. Et ce sera le début du commencement de l'émergence de l'Afrique. Voilà, c'était le dossier de ce 20h proposé par le service économique de la rédaction. Henri Konambédié a échangé aujourd'hui avec des professionnels des médias, les journalistes de la presse nationale et internationale. Le président du PDCI-RDA a profité de cette rencontre pour évoquer une fois encore
l'appel de Daoukro, son appel. C'était en présence de Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication, le compte-rendu de Sylvie Sidoni Davila. Cette rencontre de contact et d'échange entre le président du PDCI RDA et les professionnels des médias a été un moment de convivialité et de fraternité. Tout en les félicitant dans leur travail de plus en plus professionnel, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, les a invités à s'impliquer davantage dans la réussite des prochaines élections. Vous faites un travail passionnant, mais difficile, qui comprend beaucoup de risques. C'est vous qui devez aider les politiciens à promouvoir la paix, surtout au cours de cette année électorale. Le président Henri Konan Bédié est revenu sur l'alternance politique en 2020 et sur l'appel de Daoukro. Appel qui marque son soutien à la candidature unique d'Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Je vous demande simplement de le considérer comme un appel au rassemblement des enfants d'Houphouët-Boigny, un appel à la cohésion et mon soutien à ce technocrate qui s'est avéré être un bâtisseur des temps modernes, le président Alassane Ouattara et son gouvernement. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, présente à cette cérémonie, a dit sa gratitude à Henri Konan Bédié pour son œuvre fédératrice. Un exemple qui pourrait servir aux journalistes dans leurs différents actes de consolidation nationale. Cette opportunité qui vous est offerte n'est pas anodine. Ce grand homme qui nous reçoit ce jour, en le faisant, il vous invite à nouveau à continuer à désarmer vos langues et vos plumes, surtout en cette période préélectorale, pour semer les graines d'un climat social apaisé. Soyez les apôtres de la cohésion et de l'apaisement social entre les Ivoiriens. Cette rencontre de contact et d'échange entre le président du PDCI RDA et les patrons de la presse nationale et internationale sera une institution, a promis Henri Konan Bédié. Je vous l'annonçais dans les titres, les éléphants préparent les 2 matchs amicaux qu'ils doivent disputer demain jeudi contre l'Angola et le samedi prochain contre l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Ces éléphants étaient au stade Félix Houphouët-Boigny pour une mise en jambe. Premier rendez-vous donc demain à partir de 16h face à l'Angola. Fin de ce journal, rappelons que le président Alassane Ouattara a entamé ce mercredi une visite officielle en Turquie à l'invitation de son homologue turc Recep Erdogan. Au programme donc de cette visite, un forum d'affaires organisé par la Commission des relations économiques extérieures turque. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1. Portez-vous bien.